Salut à toi, très heureux de te retrouver dans cette deuxième partie de Masterclass Télétravail sur les 15 moyens pour toi de faire plus de ventes. Alors j'aurai aussi au passage une annonce spéciale à te faire avec la possibilité pour toi d'obtenir gratuitement un programme vraiment unique en son genre et qui est normalement vendu 97 €, gratuit pour toi donc du coup, si tu suis les simples indications que je vais te donner dans un instant. Mais pour en revenir à cette masterclass, si tu n'as pas encore eu l'occasion de voir la première partie, je t'invite à le faire tout de suite parce que c'est super important pour bien suivre le fil. Je t'ai mis le lien d'ailleurs de rappel en description de cette vidéo, même si bien sûr on va avoir un récapitulatif très bref ici, juste avant de passer à 5 nouveaux moyens. Pour rappel, il s'agit d'une série de 3 vidéos avec au total 15 moyens de faire plus de ventes via tes activités en ligne. Alors, le premier moyen, c'était à propos de l'optimisation du SEO, donc sur l'importance du référencement naturel, avec une stratégie de mots-clés ciblés et l'amélioration de la visibilité en ligne avec quelques astuces et techniques simples pour propulser ton site web en tête de Google. Et puis ensuite, on a vu de quelle manière tu peux utiliser les réseaux sociaux à ton avantage avec le bon choix de plateforme selon selon le type de contenu à publier, comment créer des contenus engageants et fidéliser les abonnés avec le bon type d'interaction. Et puis on s'est intéressé aux campagnes de pub en ligne avec les meilleurs moyens de l'utiliser, de cibler son audience avec précision et puis de suivre et d'ajuster ses campagnes pour les optimiser. On a enchaîné en se plongeant dans l'univers du marketing d'influence pour voir comment collaborer au mieux avec des influenceurs, augmenter sa portée organique, c'est-à-dire plus concrètement, autrement dit, utiliser le marketing d'influence pour propulser la notoriété d'un business sans devoir toujours mettre la main au portefeuille, et puis authentifier sa marque grâce à quelques simples astuces qu'on a vues ensemble. Puis enfin, on avait conclu le premier volume de cette masterclass avec un des moyens les plus puissants d'augmenter ses ventes, c'est-à-dire le marketing par email, grâce à la création de listes d'emails ciblés, la personnalisation des messages pour en favoriser les taux d'ouverture et aussi en augmenter l'impact, et puis l'analyse des taux de réponse afin d'optimiser les campagnes par email. Alors, juste avant de poursuivre avec les moyens 6 à 10 dans cette vidéo, j'ai une brève annonce de dernière minute à te faire, donc comme je te disais tout à l'heure, à propos d'un bonus que tu vas pouvoir obtenir très facilement. C'est un programme exceptionnel qui peut littéralement transformer le reste de ta vie. Je crois-moi, j'exagère pas, je pèse mes mots, parce que il s'agit d'un training en 2 modules et 8 vidéos pour un total de 2 heures, de pure pépite, plus des ressources fournies, pour programmer ton cerveau à la réussite tout en déprogrammant l'échec. Écoute, faut absolument que tu vois ça. C'est le programme Mission Succès qui est normalement vendu 97 €, donc sur le lien que tu vois s'afficher, mais une fois de plus, tu peux l'avoir gratuitement, donc ne va surtout pas l'acheter bien sûr. Je te mets le lien juste à titre informatif pour que tu puisses voir de quoi il s'agit exactement. Alors, pour obtenir cet accès gratuit à Mission Succès, c'est simple. Procure-toi sur Amazon, si c'est pas encore fait, la version Kindle ou imprimée au choix de mon guide sur le télétravail via cet autre lien que tu vois s'afficher, eric.solution, solution avec un S à la fin, /tt, eric.solution/tt. Je t'ai aussi mis le lien direct Amazon en description. Alors pour rappel, tu y trouveras le fruit de plus d'une décennie d'expérience dans ce domaine, avec même les dernières évolutions, comme par exemple, tu vois, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour automatiser le plus possible de tâches dans le cadre de ton activité à domicile ou en déplacement. Tout y est abordé, je veux dire, depuis ton bien-être, la gestion de ton temps et tes priorités, avec absolument tout ce dont tu as besoin pour augmenter ta productivité sans stress supplémentaire, pour gérer des équipes en mode virtuel et même jusqu'à l'optimisation de ta fiscalité de télétravailleur. Bref, c'est le guide le plus complet qui existe pour faire de ton expérience de télétravailleur un vrai succès. Et une fois que tu te l'es procuré sur Amazon via le lien que tu peux voir ici, eric.solution, solution avec un S à la fin, /tt, eric.solution/tt, tu as également le lien direct sur Amazon en description. Eh bien, envoie-moi tout simplement ton reçu d'achat Amazon vers l'adresse email qui s'affiche, email@eric.solution, et sous 24 à 48 heures jour ouvrable, tu recevras ton accès complet au programme Mission Succès pour t'auto-programmer à la réussite. Alors, le mieux, pour t'assurer de surtout pas manquer cette opportunité, c'est de la saisir dès maintenant. Je veux dire, tu vois, tu peux mettre cette vidéo en pause, par exemple, foncer sur ton exemplaire de télétravail efficace avant que le mini prix ne change sur Amazon, et puis réclamer ensuite ton bonus via l'adresse email indiquée. N'oublie pas de joindre ton reçu, et puis on se retrouve ici pour la suite. Alors, c'est parti.
On attaque avec le 6e moyen de faire plus de ventes en ligne. Alors cette fois-ci, grâce aux offres et promos spéciales, c'est-à-dire on va d'abord regarder comment créer des offres attractives et puis inciter à l'action rapide et enfin renforcer la fidélité client grâce à ces offres. Alors, concevoir des offres attractives, c'est un peu comme, je sais pas comment je pourrais dire ça, c'est comme préparer un appât irrésistible pour les amateurs de bonnes affaires. Alors voilà comment rendre tes promotions irrésistibles. D'abord, ça commence par identifier ce que ton public valorise. Commence par comprendre ce qui attire vraiment tes clients. Est-ce que ça va être plutôt, je sais pas moi, une réduction de prix ou un produit exclusif ou peut-être un service additionnel gratuit. Bref, par exemple pour une boutique de vêtements, ça peut être une offre achetez-en un, obtenez-en un autre à moins 50%. Ça peut être tentant pour eux, tu vois. Pour un service en ligne, ça va être plutôt, je sais pas, comme une plateforme de cours, tu vois, de training, offrir un mois d'accès gratuit. Ça peut séduire les nouveaux utilisateurs. Et puis ensuite, il s'agit de déterminer la bonne marge. Ça veut dire de t'assurer que l'offre, elle est économiquement viable. Calcule la marge et l'impact sur les bénéfices. Une offre, elle doit pas seulement être attractive pour le client, elle doit être aussi bien sûr rentable pour toi. Et puis tu vas créer ce qu'on appelle un sentiment d'urgence, c'est-à-dire que tu vas utiliser des délais limités pour encourager une action rapide, par exemple, je sais pas moi, offre valable seulement pendant 48 heures ou alors stock limité. Tu vois, ça crée une pression douce qui peut motiver les achats impulsifs. Et puis par rapport aux offres saisonnières ou thématiques, tu vois, tu peux adapter tes promotions aux saisons ou aux événements, par exemple des offres spéciales pour les fêtes, rentrée scolaire ou Saint-Valentin, ça peut attirer l'attention des clients au moment opportun. Et puis surtout, n'hésite pas à utiliser des bundles, tu vois, les packages, des bundles, des forfaits. Ça consiste tout simplement, je sais comment, tu regroupes des produits ou des services et ça peut augmenter la valeur perçue. Par exemple, un ensemble de produits de beauté ou un pack qui va combiner plusieurs cours en ligne à un prix réduit. Ça peut être très attractif. Et puis, le test et l'ajustement. C'est-à-dire, n'hésite pas à tester différentes offres pour voir ce qui résonne le mieux avec ton audience. Et puis ensuite, utilise les retours et les données de vente pour affiner tes stratégies promotionnelles. En résumé, créer des offres attractives, ça nécessite de comprendre ton audience, de jouer avec les éléments de la psychologie des consommateurs et t'assurer que l'offre bénéficie à la fois aux clients et à ton business. C'est un équilibre délicat entre attractivité et rentabilité. Et puis ensuite, tu vas vouloir encourager les clients à agir rapidement. Je veux dire, tu le sais comme moi, tu sais, souvent pour se mettre dans la peau d'un utilisateur, il suffit de se mettre dans sa propre peau. Regarde comment on est sollicité sans arrêt, à papillonner par une notif Facebook, etc., etc. Et on passe d'un truc à l'autre tellement rapidement que c'est méga important, d'autant plus que d'habitude, d'avoir une incitation à l'action rapide. Et encourager tes clients à agir rapidement, c'est un peu comme créer une sorte de jeu de piste avec un trésor à la clé. Voilà comment tu vas pouvoir inciter efficacement à l'action. D'abord, avec des offres limitées dans le temps, tu vas utiliser des offres qui expirent après une période spécifique, bien déterminée. Tu vois, par exemple, offre valable seulement pour les 24 prochaines heures. Il faut que tu crées un sentiment d'urgence. Ça encourage les clients à acheter immédiatement pour pas manquer l'opportunité. Et puis, il y a aussi les quantités limitées, c'est-à-dire annoncer que l'offre est valable tant qu'il y a du stock. Tu vois, ça crée une peur de manquer, surtout si le produit est populaire. Et cette technique, elle est efficace pour des articles comme, je sais pas moi, des éditions limitées ou des collections spéciales par exemple. Et puis tu as les remises décroissantes qui consistent à proposer des remises qui diminuent avec le temps. Par exemple, 30% de réduction aujourd'hui, 20% demain et 10% après-demain. Tu vois, c'est juste un exemple. Après, tu peux adapter selon ton business évidemment. Alors ça encourage les clients à acheter plus tôt pour bénéficier de la meilleure offre. Et puis tu peux organiser aussi ce qu'on appelle des ventes flash avec des remises importantes qui sont disponibles pendant une courte période. Par exemple, une vente flash de 2 heures sur un site de e-commerce, et ça peut motiver les achats impulsifs. Tu as des codes promo exclusifs, c'est-à-dire l'envoi de codes promo avec une date d'expiration qui soit proche, de préférence. Bien sûr, ça peut être particulièrement efficace dans les newsletters ou les messages SMS en donnant l'impression d'une offre exclusive. Et puis enfin, tu as les rappels d'expiration avec l'envoi de rappels par email ou SMS au fur et à mesure que l'offre approche de l'échéance, c'est-à-dire de sa fin, quoi. Par exemple, je sais pas moi, il reste que 2 heures ou 3 heures pour profiter de notre offre spéciale.
Ça rappelle aux clients qu'ils doivent agir rapidement. En résumé, inciter à l'action rapide, ça nécessite de jouer un peu avec la psychologie du consommateur en créant un sentiment d'urgence. Et en combinant ces techniques, tu peux motiver les clients à prendre des décisions d'achat plus rapidement en augmentant du coup l'efficacité de tes campagnes promotionnelles. Et puis, tu as le renforcement de la fidélité client. Et renforcer la fidélité client, c'est un peu comme cultiver une relation précieuse sur le long terme. Et pour ça, tu as quelques stratégies clés ici pour y parvenir. Les programmes de fidélité et récompenses. Tu mets en place un programme de fidélité qui récompense les clients pour leurs achats répétés. Par exemple, un système de points qui peut être échangé contre des remises ou des produits gratuits. Ça encourage les clients à revenir et ça crée un sentiment d'appartenance à la marque. Tu as bien sûr les offres exclusives pour les clients fidèles en proposant des promos spéciales pour ceux qui ont déjà acheté chez toi. Par exemple, un accès anticipé à de nouveaux produits ou des ventes privées. Ça montre que tu apprécies leur fidélité et ça les incite à rester engagés avec ta marque. Pour la communication personnalisée, tu te rappelles, on en avait parlé dans la première vidéo, mais c'est particulièrement important dans le contexte de la fidélisation, c'est-à-dire envoyer des emails ou des messages personnalisés basés sur les préférences et l'historique d'achat des clients. Je veux dire, les meilleurs autorépondeurs ont ces fonctions-là. Par exemple, si un client achète régulièrement des produits de soins pour la peau, tu vas lui envoyer des conseils personnalisés et des offres sur des produits similaires. Et puis, il y a la demande de feedback, de retour, tu vois, d'implication dans le développement de produits. Invite tes clients à donner leur avis sur tes produits et services. Tu vois, ça peut se faire par des enquêtes ou des groupes de discussion. Le feedback, ça peut réellement aider à améliorer les offres et ça montre aussi aux clients que leur opinion compte vraiment. Et puis, tu as les surprises et les gestes d'appréciation, tu vois, des petites attentions comme, un cadeau d'anniversaire ou d'anniversaire d'anniversaire de création du site ou tu vois, n'importe, ou une remise surprise. Ça peut renforcer la fidélité. Ça crée une expérience positive qui va au-delà de la simple transaction. Et puis, tu as bien sûr le suivi après achat, c'est-à-dire t'assurer de suivre après un achat avec un message de remerciement ou une offre pour un produit complémentaire. Par exemple, après l'achat d'un appareil électronique, proposer une remise sur des accessoires. Alors, je donne des exemples e-commerce, mais tu peux imaginer plein d'exemples sur les produits numériques aussi, évidemment. Alors, en résumé, le renforcement de la fidélité client, c'est une stratégie à long terme qui repose sur la reconnaissance, sur la personnalisation et l'engagement constant. C'est en traitant tes clients comme des partenaires précieux que tu construis une base de clients fidèles et satisfaits. Alors, on va passer au 7e moyen qu'on va explorer ensemble. C'est redoutablement puissant s'il est bien utilisé, ce qui est l'idée ici bien sûr, pour booster les ventes. Il s'agit des événements en ligne avec l'organisation de webinaires éducatifs, la création d'événements pendant lesquels ta communauté peut interagir et puis enfin le renforcement de cette communauté. Alors, l'organisation de webinaires éducatifs, c'est un peu comme diriger une classe interactive où chacun est confortablement installé chez soi et voilà comment créer un webinaire captivant et instructif. Ça commence par le choix d'un sujet pertinent. Ton sujet, il doit être pertinent et d'intérêt, évidemment, pour ton audience cible. Par exemple, si tu es dans le domaine du marketing numérique, un webinaire sur les dernières tendances en SEO, ça peut attirer des professionnels qui cherchent à se mettre à jour. Pour une plateforme de fitness en ligne, de cours de fitness en ligne, un webinaire sur la nutrition et l'exercice va attirer les amateurs de bien-être. Tu as la planification et l'organisation. Il faut définir la date et l'heure. Bien sûr, il faut être concret en tenant compte de la disponibilité de ton audience cible. Tu vas utiliser des plateformes fiables pour héberger le webinaire, comme Zoom ou GoToWebinar. Tu vas t'assurer que la connexion Internet, l'audio et la vidéo soient de bonne qualité. Ça, c'est très très important parce qu'il suffit d'un tout petit problème technique pour tout faire capoter. Ensuite, le contenu interactif est engageant. Prépare un contenu qui encourage la participation. Ça veut dire inclure des sondages, des Q&A, c'est-à-dire des sessions de questions-réponses et des démonstrations en direct. Par exemple, pour un webinaire sur le développement de logiciels, tu vas inclure une session de codage en direct et ça peut être vraiment très engageant pour ce type d'audience. Et puis, tu as la promotion du webinaire. Tu vas pour ça utiliser tes canaux de marketing pour promouvoir l'événement. Tu vas envoyer des invitations par email. Tu vas poster sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi envisager des partenariats avec d'autres marques ou influenceurs, comme on avait vu, pour élargir ta portée. Tu as le suivi post-webinaire, c'est-à-dire que après l'événement, tu vas envoyer un email de remerciement
aux participants avec un lien vers le replay, tu vois, l'enregistrement du webinaire. Et puis tu peux inclure aussi un sondage de feedback, de retour des clients pour améliorer tes futurs webinaires. Et puis il y a la mesure de l'impact, bien sûr, c'est toujours important de faire une analyse derrière, d'analyser les taux de participation, les retours des sondages et de l'engagement pendant le webinaire. Ça te donnera des insights, tu vois, c'est des perspectives, si tu préfères, des perspectives précieuses pour améliorer et adapter tes stratégies pour les prochains événements que tu vas organiser. En résumé, l'organisation de webinaires éducatifs, c'est une excellente manière pour toi de partager des connaissances, de renforcer la crédibilité de ta marque et de créer une communauté engagée. Regarde, avec une planification soignée et une exécution impeccable, eh ben, tes webinaires peuvent devenir une composante clé de ta stratégie de contenu et de marketing. Et puis, créer des événements interactifs en ligne, c'est un peu comme, tu vois, c'est un peu comme organiser une fête où chaque participant se sent impliqué et connecté. Alors voilà comment rendre tes événements en ligne dynamiques et participatifs. Déjà, conçois des activités participatives. Plus concrètement, planifie des segments où les participants peuvent s'impliquer activement. Ça peut inclure des ateliers, des séances de brainstorming en groupe ou des jeux interactifs. Par exemple, pour un événement sur le bien-être, tu peux inclure une session de yoga en direct et ça peut être un excellent moyen d'engagement. Utilise la technologie aussi pour l'interaction. Utilise tous les outils que tu as à ta disposition pour faire interagir les personnes. Profite des outils numériques pour favoriser l'interaction. Tu vois, les salles de discussion, les sondages en direct et les outils de Q&A, questions-réponses que je disais tout à l'heure, permettent aux participants de partager leurs pensées, leurs observations et puis de poser des questions en temps réel. N'hésite pas à inviter des intervenants et des experts. Faire intervenir des invités ou des experts, ça peut enrichir l'expérience. Ils peuvent animer des discussions, ils peuvent offrir des perspectives uniques et répondre aux questions. Ça ajoute de la valeur et de la crédibilité à ton événement. Et puis, faut bien sûr encourager le réseautage, donc le networking en ligne. Facilite les interactions entre les participants. Pour ça, tu peux créer des espaces de networking virtuels où les gens peuvent se rencontrer et échanger, un espace similaire à une sorte de cocktail en marge d'une conférence. Fournis du contenu varié, alterne entre différents formats de contenu pour maintenir l'intérêt. Ça peut inclure des présentations, des vidéos, des démonstrations en direct et des discussions de groupe. Chaque format apporte une dynamique différente à l'événement. Et puis, tu as bien sûr toujours le feedback et l'évaluation post-événement, c'est-à-dire que après l'événement, tu vas demander un retour d'expérience aux participants, tu vas utiliser leur feedback pour améliorer tes futurs événements. Ça montre que tu valorises leur opinion et que tu cherches à offrir une expérience toujours meilleure. En résumé, la création d'événements interactifs en ligne, c'est un art qui nécessite de la créativité, de la planification et bien sûr l'utilisation efficace des outils numériques. C'est en impliquant activement tes participants que tu rends l'événement mémorable et enrichissant. Et puis tu vas vouloir bien sûr renforcer ta communauté en ligne parce que renforcer une communauté en ligne, c'est un peu comme comme tisser ton propre réseau social riche et interactif autour de ta marque ou de ton domaine d'expertise. Alors voilà comment utiliser les webinaires et les événements en ligne pour parvenir à ça. D'abord, en créant des espaces de discussion, c'est-à-dire en utilisant des plateformes comme les forums en ligne, les groupes Facebook, LinkedIn ou les chats Slack. Si tu connais pas Slack, c'est un outil vraiment méga génial pour des équipes virtuelles, mais aussi pour créer des petites communautés. S-L-A-C-K, donc Slack. Pour créer, l'outil avec lequel tu as le plus d'affinité et qui est le plus approprié par rapport aux audiences avec lesquelles tu travailles, pour créer des espaces où les participants peuvent discuter avant, pendant et après l'événement. C'est un lieu idéal pour partager des idées, poser des questions et renforcer les liens. Ensuite, tu vas inciter les participants à interagir pendant les webinaires. Tu vas utiliser des fonctionnalités comme les chats en direct, les questions-réponses et les sondages pour encourager la participation active. Ça crée une expérience plus engageante et mémorable. Tu peux aussi créer ce qu'on appelle du contenu post-événement, c'est-à-dire que après l'événement, tu vas continuer à fournir du contenu pertinent
Ça peut inclure, par exemple, je sais pas moi, des résumés de l'événement, les passages les plus marquants de l'événement, des réponses aux questions posées ou des ressources supplémentaires. Ça montre que tu es engagé dans la fourniture d'une valeur continue. Et puis, il faut bien sûr garder le fil en invitant à des événements futurs pour garder le contact avec les participants, pour les informer des prochains événements. Ça va les aider à rester connectés avec ta marque et à se sentir une partie intégrante de ta communauté. Mets en valeur aussi les membres de ta communauté. Ça veut dire les mettre en avant. Tu vois, mettre en avant des membres actifs ou tu vois des participants actifs ou des histoires, tu vois, des stories, des histoires de réussite au sein de ta communauté. Ça peut se faire à travers des interviews, des témoignages ou des présentations lors de webinaires. Ça renforce le sentiment d'appartenance et ça valorise aussi la participation en ajoutant une belle touche de crédibilité. Et puis enfin, tu as l'utilisation des réseaux sociaux toujours pour élargir ta communauté. Partage des moments forts, des webinaires et des événements sur les réseaux sociaux. Encourage également les membres de ta communauté à partager leurs expériences et leurs apprentissages. Ça peut attirer de nouveaux membres et élargir ta portée. En résumé, renforcer une communauté en ligne à travers des webinaires et des événements, ça demande de l'engagement, de la régularité et une communication ouverte. C'est en créant un espace accueillant et interactif que tu peux bâtir une communauté fidèle et engagée autour de ta marque ou de ton expertise. Le 8e moyen d'augmenter tes ventes, c'est à propos de partenariat et de collaboration avec d'autres acteurs de ton domaine ou d'un domaine connexe. On va commencer par regarder comment rechercher efficacement des partenaires complémentaires et puis comment étendre ta portée grâce au co-marketing et enfin comment échanger des produits ou services. Alors, trouver le bon partenaire commercial, c'est un peu comme chercher, tu vois, la pièce manquante d'un puzzle. C'est-à-dire que ça nécessite de la recherche, de l'intuition et une bonne compréhension de ce que tu veux accomplir. Alors, ça commence bien sûr par identifier tes objectifs et tes besoins. C'est-à-dire qu'avant de chercher un partenaire, faut que tu sois clair, très clair sur ce que tu souhaites accomplir. Ça peut être, je sais pas moi, l'expansion dans de nouveaux marchés, l'accès à des compétences ou des ressources spécifiques ou l'amélioration tout simplement de ton offre de produits ou de services. Et puis, utilise des plateformes comme LinkedIn par exemple pour trouver des entreprises et des professionnels qui correspondent à tes critères de recherche. Participe à des groupes et des discussions pour identifier des partenaires potentiels qui partagent tes valeurs et objectifs. Tu vas aussi évaluer la complémentarité et la compatibilité. Autrement dit, chercher des partenaires dont les produits, services ou expertise complètent les tiens. Assure-toi également que vous partagez une vision et des valeurs communes pour une collaboration harmonieuse, évidemment. Alors, faut établir des communications claires, on est d'accord. C'est-à-dire qu'une fois qu'un partenaire potentiel est identifié, faut que tu engages une conversation pour explorer les possibilités de collaboration. Et dans ce cadre, faut que tu sois transparent sur tes attentes, sur tes objectifs et sur ce que tu es prêt à offrir, sur ce que tu es prêt à amener dans cette collaboration. Et puis, il faut bien sûr planifier une stratégie de collaboration en discutant des objectifs spécifiques, des rôles de chacun et puis des responsabilités aussi, ainsi que des résultats attendus de cette collaboration. Ça peut inclure tu vois, je sais pas moi, par exemple des campagnes marketing conjointes, des échanges de services ou des efforts de co-création. Et puis, une fois que tu as trouvé un partenaire compatible, établis un accord formel qui détaille les termes de la collaboration. Ça devrait inclure des détails sur le partage des revenus, la propriété intellectuelle et les stratégies de sortie. En résumé, trouver des partenaires complémentaires, ça implique de la recherche, une bonne compréhension de tes objectifs et une évaluation minutieuse aussi de la compatibilité et des bénéfices mutuels. Donc une collaboration réussie, ça peut ouvrir de nombreuses portes à plein d'autres opportunités et renforcer significativement ta position sur le marché. Le co-marketing. Alors le co-marketing, c'est un peu comme unir tes forces avec un allié pour conquérir de nouveaux territoires. Et voilà comment tirer le meilleur parti de cette stratégie collaborative. D'abord, choisir bien sûr le bon partenaire. Trouve une entreprise dont les produits ou services complètent les tiens, mais qui s'adresse à un public similaire. Alors je sais, tu vas dire que je radote un peu, on l'avait déjà vu, mais c'est tellement important de le souligner dans ce contexte-là aussi. Par exemple, si tu vends des logiciels de graphisme, un partenariat avec une entreprise offrant des tutoriels de design pourrait être bénéfique. Définir des objectifs clairs est important aussi. Ça veut dire discuter avec ton partenaire de ce que vous souhaitez
tous les deux accomplir à travers le co-marketing. Ça peut inclure l'augmentation de la notoriété de la marque, l'acquisition de nouveaux clients ou le partage d'expertise et de ressources. Et puis, vous allez planifier des campagnes conjointes, c'est-à-dire concevoir des campagnes marketing qui mettent en valeur les forces de chacun d'entre vous. Alors, ça peut être des webinaires conjoints. Tu vois, on a parlé des webinaires. Ça peut être des webinaires entre partenaires, des e-books collaboratifs aussi, tu vois, avec du co-authoring comme on dit, c'est-à-dire vous écrivez ensemble un e-book collaboratif, des offres groupées ou des campagnes sur des réseaux sociaux. Et puis il faut partager les ressources et les compétences, c'est-à-dire que vous allez profiter de la combinaison des ressources et compétences de chacun d'entre vous pour séduire vos audiences mutuelles. S'il y en a un qui excelle en marketing par email et l'autre qui excelle plutôt en création de contenu, vous allez rassembler et utiliser ces forces pour créer une campagne plus impactante pour vos audiences respectives. Et puis, il s'agit aussi de communiquer efficacement avec vos audiences. Assurez-vous que la communication soit cohérente et complémentaire. Le message doit être harmonisé pour éviter toute confusion chez le public. Et puis, il faut bien sûr, encore et toujours, je me répète encore et toujours, mais c'est tellement important aussi dans ce cadre-là, c'est d'utiliser des outils analytiques pour mesurer l'efficacité de vos campagnes co-marketing. Ça inclut le suivi des leads, des ventes, de l'engagement sur les réseaux sociaux et puis d'autres indicateurs de performance pertinents. Et puis après la campagne, vous allez évaluer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui peut être amélioré. Bref, l'apprentissage mutuel, c'est un avantage clé du co-marketing. En résumé, le co-marketing, c'est une opportunité de combiner des forces pour une portée et un impact plus large, avec une planification soignée, une communication claire et un suivi rigoureux. Les campagnes co-marketing peuvent être extrêmement bénéfiques pour toutes les parties impliquées. Ensuite, l'échange de services ou de produits, c'est un peu comme une sorte de, c'est un peu comme une sorte de troc moderne où deux entreprises peuvent bénéficier mutuellement de leurs forces respectives. Alors ça commence par l'identification de partenaires complémentaires, c'est-à-dire chercher des entreprises qui offrent des produits ou des services qui se complètent parfaitement bien avec les tiens, mais qui sont pas en concurrence directe avec les tiens. Par exemple, je sais pas moi, un développeur web pourrait échanger ses services contre des services de marketing digital d'une autre entreprise. Et puis, il y a l'évaluation de la valeur équivalente. Assure-toi que l'échange soit équitable. Ça veut dire, ça implique souvent d'évaluer le coût réel de tes services ou produits et de trouver un accord sur ce qui constitue un échange équivalent. Et puis, il y a la définition de termes clairs. C'est-à-dire que, comme pour tout partenariat, c'est crucial de définir clairement les termes de l'échange. Ça inclut la portée des services ou des produits offerts, les délais et toute autre attente. Et puis, il y a la documentation de l'accord. Encore une fois, bien que ce soit moins formel, tu vois, qu'une transaction monétaire, c'est toujours judicieux de documenter l'accord d'échange pour éviter tout risque de malentendu ou désaccord futur par la suite. Et puis, il faut une communication ouverte, c'est-à-dire maintenir une communication ouverte et régulière avec ton partenaire pour t'assurer que les deux parties soient satisfaites de l'échange et que tous les engagements soient respectés. Et puis, tu vas bien sûr évaluer, vous allez tous les deux d'ailleurs, évaluer l'impact et les avantages, c'est-à-dire qu'après un certain temps, il va falloir évaluer comment l'échange a bénéficié à vos entreprises. Ça peut inclure l'augmentation de la clientèle, tu vois, plus de leads, l'amélioration des services ou tout simplement l'élargissement de l'offre de produits. En résumé, les échanges de services ou de produits peuvent être un excellent moyen de maximiser les ressources et d'étendre les offres sans investissement monétaire direct. Cependant, attention, une planification et une communication soigneuse sont essentielles pour assurer une collaboration mutuellement bénéfique. Alors, maintenant, on va s'intéresser au 9e moyen d'augmenter ses ventes, cette fois-ci en optimisant l'expérience utilisateur, plus concrètement en améliorant l'interface du site web, en facilitant la navigation et puis en renforçant la confiance. Alors petite parenthèse, on avait parlé de certains de ces aspects-là, tu sais, par rapport à l'optimisation du SEO, c'est ce qu'on avait vu dans la première vidéo, donc c'était le premier moyen que tu peux voir ou revoir dans la première vidéo de cette série, sauf que c'était d'un point de vue référencement naturel, autrement dit par rapport aux robots de Google et autres, tandis que cette fois, on va se placer du point de vue de l'utilisateur. Alors, optimiser l'interface de son site web, c'est un peu comme rendre ton magasin, ta boutique,
aussi accueillante et facile à naviguer que possible. Alors voilà comment rendre ton site web attrayant et fonctionnel. Et ça commence par un design épuré et intuitif. Assure-toi que le design de ton site soit clair, moderne et facile à naviguer aussi. Je veux dire, évite les encombrements visuels. Utilise des espaces blancs pour créer une lecture aisée et diriger l'attention vers les éléments importants. Et puis la navigation intuitive, c'est-à-dire la navigation avec des menus qui sont faciles à trouver et à utiliser, avec une structure logique. Par exemple, je sais pas moi, si tu as un site e-commerce, eh ben assure-toi que les catégories de produits sont clairement définies et accessibles. Il y a l'optimisation pour les mobiles aussi, avec l'augmentation, tu vois, de l'utilisation des smartphones. C'est essentiel que ton site soit responsive, comme on dit, et optimisé pour les mobiles. Ça garantit une bonne expérience utilisateur, quel que soit l'appareil utilisé. Assure-toi d'avoir un temps de chargement rapide parce que les visiteurs, tu le sais comme moi, s'impatientent rapidement. Donc, il faut travailler sur l'optimisation des images, tu vois, et l'utilisation de la mise en cache pour accélérer le temps de chargement de ton site. Tu dois avoir aussi des appels à l'action clairs avec des boutons d'appel à l'action qu'on appelle CTA, c'est-à-dire Call to Action. Ces boutons, ils doivent être visibles et incitatifs. Tu vois, que ce soit pour, je sais pas moi, s'inscrire à une newsletter, acheter un produit ou prendre contact, eh ben le CTA, donc le Call to Action, l'appel à l'action doit être clair et convaincant. Tu as aussi le feedback utilisateur et les tests, donc tu vas utiliser les retours des utilisateurs pour améliorer ton site. Tu vois, les tests AB, ce qu'on appelle les tests AB, A/B testing, ça peut également être utile pour déterminer quel design et quelle disposition fonctionne le mieux. Alors, je vais pas rentrer dans la technique ou quoi ici, mais renseigne-toi, il y a certains outils, les meilleurs outils en tout cas de conception de site, permettent aujourd'hui de mettre ce qu'on appelle en place des tests A et B qui vont afficher un design différent de façon aléatoire d'une visite à l'autre, et ça te permet ensuite de mesurer l'impact des visites sur la version A et sur la version B et de choisir bien sûr le gagnant. Bref, en résumé, améliorer l'interface de ton site web, c'est essentiel pour offrir une expérience utilisateur agréable et efficace. Un site qui est bien conçu et qui est facile à naviguer, eh ben crois-moi, ça peut grandement influencer la perception de ta marque et encourager les visiteurs à revenir. Et puis, rendre la navigation à la fois fluide et intuitif sur ton site, c'est essentiel pour retenir l'attention des visiteurs et améliorer leur expérience globale aussi. Alors voilà des conseils, mais aussi des erreurs courantes à éviter. Alors pour commencer par les préconisations, il te faut un menu clair et logique. Assure-toi que le menu de ton site soit facile à comprendre et bien organisé. Chaque élément de ton menu doit être clairement libellé et mené à la page attendue. Il te faut une barre de recherche fonctionnelle. Intègre une barre de recherche visible et efficace, particulièrement si ton site contient beaucoup de contenu ou de produits. Ça permet aux utilisateurs de trouver rapidement ce qu'ils cherchent. Et puis, il faut des repères pour la navigation. Donc, tu vas utiliser ce qu'on appelle des breadcrumbs. Alors, désolé, c'est encore un terme anglophone. Je crois que la meilleure traduction, ça doit être chemin de navigation. Il faut que tu te renseignes par rapport aux outils qui permettent de concevoir des sites web, pour aider les utilisateurs à se situer sur ton site et à revenir facilement en arrière. Et puis, il faut un design, encore une fois, responsive, je le répéterai jamais assez, c'est-à-dire que ton site il doit être facile à naviguer sur tous les appareils, tous, y compris les smartphones et les tablettes. Ça inclut des menus adaptatifs et des éléments cliquables de taille appropriée. Et puis, il faut des liens clairement identifiables, c'est-à-dire s'assurer que les liens sont facilement reconnaissables avec une couleur ou un soulignement distinct. Comme ça, les utilisateurs peuvent identifier où ils peuvent cliquer. Et puis, il faut bien sûr un chargement rapide des pages en optimisant le temps de chargement des pages pour pas perdre des visiteurs impatients. Alors, pour les écueils à éviter, on pourrait dire, tout bêtement, c'est tout l'inverse. Mais pour développer un peu plus, il faut surtout pas d'une navigation complexe ou confuse, c'est-à-dire qu'on va éviter tout ce qui est menu surchargé ou structure de navigation compliquée, parce que ça peut décourager les utilisateurs et les amener à quitter ton site et éventuellement à ne plus jamais en revenir. Donc, il faut aussi éviter, bien sûr, les liens brisés, ce qu'on appelle les liens brisés, t'assurer que tous les liens sur ton site fonctionnent correctement, qu'ils mènent bien quelque part, qu'ils mènent pas vers des pages 404 ou quoi, parce que les liens brisés, ça peut frustrer les utilisateurs et ça peut nuire aussi à la crédibilité de ton site et de ta marque. Il faut éviter bien sûr l'utilisation excessive de jargon ou de termes techniques. Garde un langage simple et accessible pour pas qu'il y ait de confusion pour les visiteurs.
il faut surtout pas ignorer les commentaires des utilisateurs, c'est-à-dire il faut prendre en compte les retours des utilisateurs pour améliorer ta navigation. Ignorer ces commentaires, ça peut te faire manquer des opportunités cruciales d'amélioration. Les avis des utilisateurs, ils sont souvent une source précieuse d'insights, de perspectives pour optimiser l'expérience sur ton site. Il faut éviter bien sûr aussi une navigation profonde et complexe. Donc évite de créer, tu vois, une structure de labyrinthe, tu vois, une structure de navigation qui soit trop complexe où les utilisateurs doivent cliquer plusieurs fois pour trouver l'information qu'ils cherchent. Une navigation profonde, ça peut décourager les utilisateurs et augmenter ce qu'on appelle le taux de rebond. Attention aussi à une mauvaise utilisation des éléments interactifs. Plus concrètement, tu vois, pendant que des éléments interactifs comme des menus déroulants et des pop-up peuvent être utiles, leur utilisation exagérée ou leur mauvaise conception peut nuire à l'expérience utilisateur. Donc assure-toi que ce type d'élément améliore la navigation plutôt que de la compliquer, bien sûr. Et puis il faut éviter par-dessus tout un design incohérent, c'est-à-dire tu vois, un design qui soit pas le même d'une page à l'autre. Tu vois, si tu as un design incohérent sur différentes pages, ça peut désorienter l'utilisateur, il se demande s'il est toujours sur le même site. Donc tu vois, c'est important de maintenir une uniformité dans ton design pour faciliter la reconnaissance et la compréhension. Ensuite, construire la confiance en ligne, c'est comme établir une solide réputation qui assure aux visiteurs qui sont entre de bonnes mains sur ton site. Et ça commence par la sécurité de ton site, c'est-à-dire t'assurer que ton site soit sécurisé, notamment en utilisant le protocole HTTPS. Tu sais, c'est le petit cadenas à côté de l'URL qui non seulement impacte le référencement, mais aussi rassure les utilisateurs sur le fait que leurs données sont protégées, particulièrement pour les transactions en ligne. Et puis il faut de la transparence et de l'honnêteté, c'est-à-dire être transparent sur tes produits, services et politiques. Inclure des descriptions détaillées des produits, des informations claires sur les prix et les politiques de retour ou de garantie compréhensibles peut augmenter la confiance des visiteurs. Et puis tu as les avis et témoignages de clients. Affiche des avis et témoignages réels de clients sur ton site. Ça montre que d'autres ont fait confiance à ta marque et ont été satisfaits, ce qui peut encourager de nouveaux visiteurs à faire de même. Un design professionnel et cohérent, c'est-à-dire une présentation cohérente qui va renforcer la crédibilité. Un site qui est bien conçu, ça indique que tu prends ton entreprise et tes clients au sérieux. Il faut aussi faciliter le contact en mettant en évidence le lien soit vers une adresse email, soit de préférence d'ailleurs vers un formulaire de contact pour te joindre. Le fait de savoir qu'ils peuvent facilement entrer en contact direct avec toi en cas de besoin, c'est rassurant pour les clients. Alors la politique de confidentialité doit être claire. Assure-toi qu'elle soit facile à trouver et à comprendre. Ça montre que tu respectes la vie privée de tes utilisateurs et que tu gères leurs données de manière responsable. Donc RGPD, etc. Il faut bien sûr mettre à jour régulièrement les contenus parce que un site qui est régulièrement mis à jour avec du contenu frais et pertinent indique que ton entreprise est active et à jour. Bref, en renforçant la confiance en ligne, tu vas créer une fondation solide pour une relation durable avec tes clients. Ça peut conduire à une meilleure satisfaction client, à des taux de conversion plus élevés et à une fidélité à long terme. Alors, on arrive au 10e moyen qui va être à propos de la production de contenu de qualité et du blogging, dont beaucoup disent d'ailleurs au passage que c'est devenu un modèle obsolète. Tu vois, tout comme le marketing par email qu'on avait vu dans la première vidéo, pour les mêmes raisons d'ailleurs, c'est une affirmation qui est proférée par des personnes qui en sont restées au blog à papa, tu vois, entre guillemets. C'est-à-dire que le blogging en tant que modèle de revenu à part entière, c'est un peu dépassé, certes, mais ça reste un excellent outil de ton arsenal marketing en tant que canal informatif pour tes prospects et clients. Et ce sur quoi on va focaliser ici, donc, c'est sur la création de contenu informatif, ton positionnement en tant qu'expert, et puis enfin l'augmentation du trafic naturel vers tes contenus. Alors, créer du contenu informatif, c'est un peu comme nourrir ton audience avec des connaissances précieuses et des perspectives enrichissantes. Et voilà comment tu vas pouvoir produire du contenu qui informe, qui éduque et qui engage. Ça commence par l'identification des besoins et des intérêts de ton audience, c'est-à-dire comprendre ce que ton public cherche à savoir. Utilise des outils comme, tu vois, par exemple Google Analytics, des sondages ou même des commentaires de réseaux sociaux pour déterminer
les sujets qui intéressent le plus tes visiteurs. Et puis, tu vas faire une recherche approfondie, c'est-à-dire que pour tout contenu que tu vas créer, tu vas t'assurer qu'il soit bien recherché et précis. Ça implique de vérifier des faits, de citer des sources fiables, surtout de nos jours, et de fournir des informations à jour. Et puis, il te faut un style clair et accessible en rédigeant ton contenu dans un style qui soit facile à comprendre. Évite le jargon trop compliqué et explique clairement les concepts. L'objectif, il est de rendre l'information accessible à un maximum de personnes, quel que soit leur niveau de connaissance préalable. Et puis tu vas vouloir bien sûr utiliser des formats variés en diversifiant les formats de ton contenu. Ça peut inclure des articles de blog, des vidéos, des infographies, des podcasts. Chaque format peut attirer différents types d'audience et rendre l'information plus digeste. Inclut aussi des exemples et des études de cas. Les exemples concrets et les études de cas, ça rend l'info, ça donne un relief, ça rend l'information plus, plus compréhensible. On peut plus, on a plus, je sais pas quel mot français il y aurait pour ça. On peut plus facilement s'y identifier. Ça montre comment les concepts s'appliquent dans la vie réelle. Et puis à la mise à jour régulière de ton contenu toujours, c'est-à-dire t'assurer que ton contenu reste à jour, donc revisite et rafraîchis tes articles et tes publications pour qu'ils restent pertinents et précis au fil du temps. Et puis à l'optimisation du SEO, alors je sais qu'on en avait déjà parlé, mais c'est important de le rappeler ici, c'est-à-dire que tout en te concentrant sur la qualité de tes contenus, tu vas les optimiser aussi ces contenus pour les moteurs de recherche. Ça implique l'utilisation de mots-clés pertinents, la création de titres accrocheurs et la structuration du contenu pour une meilleure lisibilité. Si tu veux plus de détails sur des stratégies d'optimisation SEO, je t'invite à voir ou revoir la première vidéo de cette masterclass. Et puis, tu vas vouloir bien sûr, encore une fois, encourager l'interaction et le feedback en invitant tes lecteurs à commenter, à poser des questions et partager leurs opinions. Ça peut enrichir le contenu et ça peut aussi créer une communauté autour de ton site ou de ton blog. Donc en créant du contenu informatif de qualité, tu établis ta marque comme une source fiable et respectée dans ton domaine. Ça peut non seulement attirer plus de visiteurs, mais aussi les fidéliser sur le long terme. Et puis, se positionner en tant qu'expert, c'est un peu comme devenir la référence incontournable dans ton domaine. Voilà comment y parvenir à travers ton contenu. Tu vas d'abord créer des articles, des vidéos ou des podcasts qui explorent en profondeur les sujets de ton domaine. Ça va démontrer ta connaissance et ta maîtrise du sujet. Par exemple, si tu es un expert en nutrition, tu vas publier des articles détaillés sur les bienfaits de différents régimes alimentaires. Utilise des données et des recherches aussi. Tu vois, tu peux appuyer tes affirmations avec des données et des recherches crédibles comme ça. Tu vas citer des études, tu vas utiliser des statistiques et inclure des graphiques qui peuvent renforcer la fiabilité de ton contenu. Partage des cas réels et des expériences. Alors je l'ai dit, je le redis encore, raconte des histoires de cas, d'études de cas clients ou partage tes propres expériences professionnelles parce que ces exemples concrets vont montrer que tu as une expertise pratique et pas seulement théorique. Collaborer avec d'autres experts, donc il faut pas hésiter aussi, tu vois, dans la création de tes contenus, de collaborer avec d'autres experts parce que ça peut réellement renforcer ta crédibilité. Par exemple, tu peux réaliser des interviews ou des webinaires en co-animation comme on avait vu avec d'autres professionnels qui sont déjà reconnus et respectés dans le même domaine que le tien. Et puis n'hésite pas à aborder des sujets parfois, tu vois, complexes ou des sujets qui sont peu traités. Parce que en traitant des sujets complexes ou de niches vraiment spécifiques qui sont pas largement couverts ailleurs, ça peut vraiment te positionner comme une source d'information unique, exclusive donc et précieuse. Et puis il s'agit de tenir ton blog régulièrement à jour avec du contenu frais et pertinent parce que ça montre que tu es au courant des dernières tendances et des évolutions dans ton domaine et que tu restes pas à la traîne quoi. Bon, et puis tu vas participer à des événements de ton secteur, de l'industrie, en t'engageant dans la communauté, en participant à des conférences, des ateliers ou des séminaires en tant qu'orateur, ça te renforce, tu vois, ton profil d'expert. Et puis encore et toujours, le recueil et le partage de témoignages de clients ou de collègues sur ton expertise qui peuvent grandement renforcer ta crédibilité. Donc en te positionnant en tant qu'expert, tu construis non seulement la confiance envers ton audience, mais tu crées également une valeur ajoutée significative à ton contenu. Ça peut aboutir à une plus grande reconnaissance dans ton domaine et aussi à l'établissement d'une base solide pour ton business ou pour ta marque personnelle.
Bon alors parlons de booster le trafic naturel sur ton site en revoyant quelques aspects essentiels c'est tellement crucial parce que c'est un peu comme je sais pas moi, c'est un peu comme attirer une foule à un événement génial que tu organises. Donc je rappelle encore une fois que c'est tellement important d'avoir du contenu de qualité régulier. C'est un peu comme offrir un buffet varié et délicieux à tes invités. Alors ça veut dire des articles bien écrits, des vidéos intéressantes et des infographies attractives parce que tout ça change tout. Il y a le partage sur les réseaux sociaux, encore une fois, mets ton contenu en avant sur Facebook, Instagram, LinkedIn. C'est comme faire passer le mot pour attirer plus de monde. Tu vas intégrer aussi des liens internes, c'est-à-dire que tu vas intégrer dans ton blog ou ton site des liens vers d'autres pages de ton site pour garder les visiteurs plus longtemps, et puis aussi des liens externes pour montrer que tu es bien connecté et informé. Tu vas aussi analyser et ajuster, c'est-à-dire jeter un œil sur les stats pour voir ce qui fonctionne en contenu, tu vois, en termes de contenu. Donc Google Analytics peut être ton meilleur ami dans cette optique-là. Donc adapte ton contenu en fonction de ce que les gens ils aiment. Et puis n'hésite pas à participer à des forums et groupes en dehors de tes propres communautés pour t'engager dans des discussions en ligne dans d'autres communautés. C'est un bon moyen pour toi de faire connaître ton site et de te positionner comme un acteur essentiel de ton domaine. Et puis enfin, optimise aussi pour la recherche mobile et vocale parce qu'il y a de plus en plus de recherches qui se font sur mobile et par l'intermédiaire de la voix. Donc assure-toi aussi que ton site soit prêt pour ça. Voilà. En appliquant ces méthodes, tu devrais avoir un beau boost dans ton trafic. C'est un peu comme voir ton événement devenir l'endroit à la mode, l'endroit à ne pas manquer. Alors, juste avant de te donner rendez-vous dans la prochaine vidéo avec les 5 prochains moyens pour toi de faire plus de ventes en ligne, je te rappelle que tu peux accéder gratuitement à un programme de choc pour accélérer ton succès en à peine 2 heures grâce à de simples techniques et quelques ressources fournies avec le training. Et pour obtenir tout ça, fonce sur Amazon dès maintenant via le lien qui est indiqué ici ou en description pour prendre ton exemplaire de mon guide sur le télétravail et optimiser ton expérience de travailleur à domicile ou de nomade digital. Si tu aimes bien comme moi pouvoir gérer tes activités depuis n'importe où, tu peux le faire via eric.solution, alors solution avec un S à la fin, /tt, eric.solution/tt, ou via le lien direct Amazon en description de cette vidéo. Et puis ensuite, tu as juste à envoyer ton reçu d'achat Amazon vers l'adresse email qui s'affiche, email@eric.solution, et sous 24 à 48 heures maximum, un jour ouvrable, tu recevras ton accès gratuit et complet au programme Mission Succès pour vaincre une bonne fois pour toutes l'échec et déclencher inévitablement la réussite. Alors voilà pour les 5 autres moyens de faire plus de ventes en ligne. N'oublie pas que si tu as manqué la vidéo sur les 5 premiers moyens ou que tu souhaites la revoir, tu as également le rappel du lien en description. Et avant qu'on se retrouve dans la suite de cette masterclass pour les 5 derniers moyens, ce qui serait vraiment top, c'est que si cette masterclass te plaît, tu manifestes ton appréciation en me mettant un beau like sous cette vidéo et mieux encore en la partageant via tes réseaux sociaux préférés. Et puis bien sûr, n'hésite surtout pas à réagir en commentaire. Ce sera un vrai plaisir de connaître ton retour, tes observations ou tes questions sur cette masterclass. Pour être informé dès la sortie de la 3e et dernière vidéo de cette série et toute vidéo à venir d'ailleurs, n'hésite pas, si c'est pas encore fait, de t'abonner à cette chaîne YouTube sans oublier d'activer les notifications avec la petite clochette pour t'assurer de ne manquer aucune future vidéo. On se retrouve très bientôt. En attendant, bouge-toi, bats-toi et n'oublie pas, fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.